Salut les gars, c'est Greg avec Apple Explained, et aujourd'hui nous allons explorer l'histoire de Safari. Ce sujet a remporté le sondage de la semaine dernière. Pour participer au prochain sondage, abonnez-vous afin qu'ils apparaissent dans votre fil d'activité. Maintenant, Safari est le navigateur web d'Apple qui a été lancé en 2003 avec Mac système d'exploitation 10.3 Panther. Mais quel navigateur web le Mac utilisait-il avant la création de Safari ? Eh bien, il utilisait Netscape Navigator, qui était le navigateur web le plus populaire à l'époque grâce à une capacité très spéciale où le texte et les graphiques apparaissaient à l'écran simultanément pendant le chargement de la page web. Bien que cela ne semble pas très spécial aujourd'hui, les anciens navigateurs web restaient vides jusqu'à ce que tout le contenu soit chargé, ce qui pouvait prendre jusqu'à 3 minutes pour une seule page. Netscape Navigator a été le navigateur web par défaut du Mac jusqu'en 1998, et ce qui s'est passé ensuite était assez fascinant. Lorsque Steve Jobs est revenu chez Apple en 1997, il a trouvé l'entreprise dans une situation financière bien pire qu'il ne l'imaginait, découvrant qu'il n'était qu'à 90 jours de la faillite, et ces temps désespérés appelaient à des mesures désespérées. Steve Jobs a entamé des discussions avec Microsoft, l'ennemi juré d'Apple à l'époque, et a essayé de conclure un accord d'investissement. Apple avait un long procès prétendant que Microsoft avait copié l'apparence et la convivialité de Windows depuis le système d'exploitation Macintosh. Cela a donné à Apple un certain avantage dans les négociations en proposant d'abandonner le procès si Microsoft investissait dans Apple. Mais un autre facteur était en jeu. Microsoft était au milieu d'une bataille antitrust concernant sa promotion forcée d'Internet Explorer, ce qui ternissait l'image de Microsoft auprès des consommateurs et pourrait conduire à un procès antitrust de la part du gouvernement américain. Il était donc dans l'intérêt de Microsoft de négocier un accord avec Apple afin de les maintenir en tant que concurrents. Alors que l'accord se formait, les deux parties ont convenu de 5 conditions spécifiques. Premièrement, Microsoft devait investir 150 millions dans des actions Apple non votantes. Malgré le fait que Microsoft soit un grand actionnaire d'Apple, il n'avait aucun droit de regard sur les décisions prises par la société. Deuxièmement, Apple et Microsoft établiraient une licence croisée de brevets, de sorte que tous les brevets existants ou futurs créés dans les 5 années seraient partagés entre les deux entreprises. Troisièmement, Microsoft s'engagerait à créer des versions Mac de Microsoft Office pour une période de 5 ans avec le même nombre de versions majeures que Windows. Quatrièmement, Microsoft et Apple collaboreraient sur la compatibilité Java pour améliorer sa viabilité concurrentielle. Cinquièmement, chaque Mac devait être livré avec Internet Explorer comme navigateur web par défaut, au mécontentement de beaucoup. Mais Jobs a adouci le coup en précisant que les utilisateurs pouvaient revenir à Netscape Navigator, toujours livré avec chaque Mac comme navigateur web par défaut. Internet Explorer a été le navigateur web par défaut pour Mac pendant 5 ans, jusqu'à l'expiration de l'accord avec Microsoft en 2003. Cela a permis à Apple de présenter son propre navigateur web. Le 7 janvier 2003, à Macworld à San Francisco, Steve Jobs a annoncé qu'Apple avait développé leur propre navigateur web appelé Safari. Il était basé sur la variation interne d'Apple du moteur de rendu KHTML appelé WebKit. Apple a sorti la première version bêta pour iOS X ce jour-là. Un certain nombre de versions bêta officielles et non officielles ont suivi jusqu'à ce que la version 1.0 soit sortie le 23 juin 2003. Safari était disponible en téléchargement séparé pour macOS 10.2 Jaguar, mais était inclus avec la sortie de macOS 10.3 Panther le 24 octobre 2003. Malgré Safari comme navigateur par défaut, Apple a choisi de garder Internet Explorer sur Mac en alternative. La deuxième version de Safari est arrivée seulement 2 ans plus tard et a fait quelque chose de très intéressant. Grâce au débogage et à l'optimisation de Dave Hyatt, développeur de Safari chez Apple, Safari 2 a été le premier navigateur web à réussir le test ACID2. ACID2 était une page de test créée par le projet des standards web pour exposer les défauts de rendu de page dans les navigateurs web et autres applications Hypertext Markup Language. Son but était d'encourager l'adoption de normes universelles de développement web, afin que les développeurs web n'aient pas à perdre de temps à ajuster leur site web pour qu'il s'affiche correctement sur différents navigateurs. Une norme web universelle était très importante. Sans cela, l'Internet aurait probablement été fragmenté en poches de contenu incompatibles, certains sites web n'étant accessibles qu'aux utilisateurs ayant le bon navigateur. Le test ACID2 visait particulièrement Internet Explorer car il ne respectait pratiquement aucune norme web, ce qui frustrait les utilisateurs et les développeurs car il avait tendance à afficher les pages web différemment des autres navigateurs. Cela a forcé les développeurs web à passer plus de temps à adapter leurs pages pour un affichage correct sur Internet Explorer.
Mais Microsoft a rejeté assez idée en décrivant le test comme une liste de souhaits de fonctionnalités plutôt que comme un véritable test de conformité aux normes. Mais avec le temps, de plus en plus de navigateurs ont réussi le test et la pression s'est accrue sur Microsoft pour faire de même, ce qu'ils ont finalement fait avec Internet Explorer 8 en 2007, 2 ans après Safari. En plus de réussir le test ACID2, Safari 2 était un point 8 fois plus rapide que la version précédente. Le 9 janvier 2007, Apple a présenté l'iPhone. Safari était pour la première fois disponible sur un appareil mobile, et plus tard cette année-là, Apple a annoncé Safari 3, la première version sur Windows. Lors de l'annonce, Jobs a comparé les navigateurs Windows les plus populaires, Safari arrivant en tête. C'est alors qu'Apple a commencé à affirmer que Safari était le navigateur le plus rapide au monde. Des tests indépendants ont confirmé que Safari 3 était le navigateur le plus rapide sous Windows, comme l'affirmait Apple. Mais c'était en termes de téléchargement initial de données sur le web. Il a été constaté qu'il était à peine plus rapide qu'Internet Explorer 7 et Mozilla Firefox lors du chargement de contenu statique depuis le cache local. À partir de Safari 4, la barre d'adresse a été complètement rénovée. La barre de progression bleue a été remplacée par une lunette rotative avec un indicateur de chargement. Le bouton pour ajouter un signet était attaché à la barre d'adresse par défaut, et le bouton de rechargement arrêt était superposé à l'extrémité droite de la barre d'adresse. Toutes ces modifications ont été apportées pour simplifier l'interface et rendre Safari similaire à la version mobile sur l'iPhone. Safari 4 comprenait également de nouvelles fonctionnalités comme Coverflow pour naviguer dans l'historique et les signets, les meilleurs sites avec une belle vue en vignette, des outils de développement améliorés, et un moteur JavaScript Nitro qui exécutait JavaScript jusqu'à 8 fois plus vite que Internet Explorer. Safari 4 a également réussi le nouveau test de norme web ACID3. Apple a sorti Safari 5 le 7 juin 2010, présentant le nouveau Safari Reader pour lire des articles sur le web sans distraction et une augmentation de 30% de la performance JavaScript par rapport à Safari 4. Safari 5 comprenait plus d'une douzaine de nouvelles technologies Hypertext Markup Language 5, avec un accent sur l'interopérabilité. Pour la première fois, les développeurs pouvaient créer des extensions Safari pour personnaliser et améliorer la navigation. Apple a également décidé de réintégrer la barre de progression dans la barre d'adresse pour cette version. C'est quelque chose dont je me souviens vivement car j'étais tellement heureux de retrouver cette fonctionnalité. Safari 6 était initialement prévu comme une version Safari 5.2 jusqu'à ce qu'Apple annonce le changement pour 6 lors de sa conférence mondiale des développeurs de 2012. La sortie de Safari 6 a coïncidé avec la sortie de système d'exploitation Dix Mountain Lion le 25 juillet 2012, et il a été directement intégré dans le système d'exploitation. Cela signifiait que Safari n'était plus téléchargeable sur le site web d'Apple. Les utilisateurs de Mac avec système d'exploitation Dix-Lion pouvaient passer à Safari 6 via une mise à jour, mais il n'était pas disponible pour les anciens systèmes d'exploitation ni sur Windows. Apple a annoncé la disponibilité de Safari 6 pour Mountain Lion et Lion, tandis que Safari 5 reste disponible pour Windows. Safari 6 incluait des fonctionnalités utiles comme les onglets iCloud, qui synchronisaient les onglets web ouverts des utilisateurs sur leurs appareils système d'exploitation et système d'exploitation, DIX. Safari 6 incluait de nouvelles fonctionnalités de confidentialité comme une option pour demander au site web de ne pas suivre l'utilisateur et la possibilité pour les sites d'envoyer des notifications sous Mountain Lion. Safari 7, lancé en 2013, a amélioré les performances JavaScript et la gestion de la mémoire avec un nouveau look pour les sites favoris et la barre latérale. Une nouvelle fonctionnalité de links partagés et une autre d'économiseur d'énergie qui mettait en pause les plugins inutilisés ont été introduites. Les 2 prochaines mises à jour étaient mineures. Safari comprend le support WebGL, une confidentialité renforcée, une vitesse et une efficacité accrues, une meilleure intégration iCloud et un design actualisé. Et Safari 9 en 2015 offrait la possibilité de mettre en sourdine et d'épingler des onglets. Mais en 2016, Apple a compensé les 2 dernières mises à jour avec Safari Dix. Il a ajouté de nombreuses nouvelles fonctionnalités à Safari. Safari a introduit Apple Pay, la prise en charge de l'image dans l'image pour la vidéo, une nouvelle barre latérale de signets, une vue redessinée des historiques et des signets, un zoom spécifique au site, un remplissage automatique amélioré, des améliorations du lecteur et la possibilité de rouvrir les onglets récemment fermés. Malgré toutes ces nouvelles fonctionnalités, on peut se demander ce qu'Apple pourrait ajouter dans la prochaine version. Safari 11 d'Apple a ajouté des fonctionnalités appréciées, notamment la fin de la lecture automatique des vidéos. Safari empêchait les vidéos de se lancer avant que vous ne cliquiez sur le bouton de lecture, comme toutes les vidéos sur Internet devraient fonctionner.
Mais la meilleure addition était la prévention intelligente du suivi. Cela empêchait les sites web d'installer des cookies de suivi et de vous suivre sur Internet. La fonctionnalité était très difficile à mettre en œuvre, et les principaux groupes publicitaires s'y sont opposés, affirmant que la fonctionnalité réduirait les services gratuits soutenus par la publicité, tandis que d'autres experts ont salué le changement. Jusqu'à présent, nous avons couvert la version de bureau de Safari. Maintenant, je veux aborder certaines fonctionnalités spécifiques à iOS. À partir d'iOS 1, Safari avait la capacité unique de marquer des liens sous forme d'icônes de clips web sur l'écran d'accueil, qui agissaient comme des raccourcis vers certains sites web. Vous pouviez aussi maintenir une image pendant 3 secondes pour l'enregistrer dans votre album photo. Dans iOS 4, la recherche a été intégrée à la boîte de recherche et les utilisateurs pouvaient imprimer une page web avec AirPrint. iOS 5 a introduit une navigation par onglet, comme sur ordinateur, mais seulement pour iPad. Une nouveauté, la liste de lecture a été introduite permettant de sauvegarder des articles pour une lecture ultérieure, synchronisée sur tous les appareils de l'utilisateur. Et Reader, à ne pas confondre avec la liste de lecture, organiserait tout le texte et les images d'un site web dans un format plus lisible tout en supprimant toute la publicité du site. La navigation privée a été ajoutée, bloquant l'enregistrement des cookies et de l'historique web. Sur iOS 6, des onglets iCloud ont été ajoutés, comme dans la version de bureau, et des listes de lecture hors ligne permettaient de lire des articles stockés sans connexion Internet. En mode paysage plein écran sur iPhone et iPod Touch, Safari masquait la plupart des commandes pour afficher plus de contenu web. iOS 7 avait une icône et une interface redessinée, une construction 64 bits sur les appareils avec processeur Accept iCloud Keychain pour enregistrer mots de passe, nom d'utilisateur et numéro de carte, un générateur de mots de passe, des liens partagés, la prévention du suivi, le contrôle parental, une limite d'onglets augmentée de 9 à 36 et un champ de recherche intelligent unifié. iOS 8 a introduit une fonction de recherche pour parcourir tous les onglets ouverts. Une nouvelle barre latérale glisserait pour afficher les signets, la liste de lecture et les liens partagés. La barre d'adresse se masquerait automatiquement en défilant vers le bas. La recherche Spotlight est désormais disponible dans la barre d'adresse. Un site web proposait un scan de carte de crédit lors de la saisie des informations. La navigation privée était activable pour un onglet spécifique. Une option permettait de demander la version de bureau d'un site et maintenir le bouton Nouvel onglet affichait les onglets récemment fermés. iOS 9 a introduit des extensions de blocage de contenu pour restreindre un contenu web spécifique, le contrôleur de vue Safari pour afficher du contenu web depuis une application et une vue de lecteur améliorée permettant de choisir police et thème lors de la lecture d'articles. iOS 10 a de nouveau augmenté la limite d'onglets, cette fois de 36 à 500. Finalement, iOS 11 n'a pas apporté de grands changements à Safari, à part une barre de recherche plus arrondie. Voici l'histoire de Safari. Dites-moi quelles fonctionnalités vous souhaitez voir dans la prochaine version. Abonnez-vous pour voter sur le sujet de la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.